Bienvenue dans Laval en mille et une cultures. Dans cette émission, nous allons recevoir Jean-Claude Gobé, chef du parti Action Laval. Et en seconde partie, nul autre que Ilham, artiste d'origine sénégalaise, révélation du prix Radio-Canada. Bonne émission. Je suis avec M. Jean-Claude Gobé, chef du parti Action Laval. Bonjour M. Gobé. Bonjour madame. Vous avez fondé le parti en quelle année? Alors en 2013, 2013 pour l'élection municipale qui avait lieu à cette année-là, donc il y a que maintenant 4 années. 4 années. On va parler de vous avant cette élection. Vous êtes français d'origine? Oui, je suis arrivé au Québec il y a 46 ans. 46 ans. Oui. C'est une vie. C'est une vie. Oui. Et je travaillais à la compagnie Renault Canada, la compagnie de voitures, dans les départements de marketing et de relations publiques. Public, d'accord. Vous êtes un ancien de l'infanterie, je pense, donc un ancien militaire de carrière, puis vous avez commencé une carrière politique au Québec en 1975. Oui, en effet. J'ai fait des études militaires en France. J'ai fait quelques années après dans l'infanterie de marine, les parachutistes d'infanterie de marine, et quelques missions sur le continent africain. D'accord. À Dakar, notamment? Comment? À Dakar, notamment? À Dakar, au Tchad, Fort-Lamy, enfin, différents endroits. Et je suis venu au Québec par la suite. J'avais, à ce moment-là, 24 ans. Et j'y suis resté depuis. Depuis. Une carrière politique en 1975, député du Parti libéral? En 1985. 1985. J'ai été élu dans une circonscription de l'Est de Montréal, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, qui s'appelait à l'époque La Fontaine, le comté de La Fontaine, avec M. Robert Bourassa, donc en 1985. Et j'ai quitté la politique après 4 mandats en 2003. 2003. Donc on peut dire que vous avez une expérience politique quand même. Mais à part tout ça, qu'est-ce que les Lavallois doivent retenir de vous, M. Gobé? Bien, écoutez, que je suis un homme simple, comme tout le monde, qui a de l'expérience, comme vous dites, qui aime les gens, qui aime les choses droites, qui aime que les fonds publics pour lesquels les gens travaillent et pour payer les taxes soient utilisés à bon escient, qu'il n'y ait pas de gaspillage, qu'on ne dépense pas de façon spectaculaire pour des choses, des choses ou des événements non nécessaires, non essentiels pour les gens. En d'autres termes, je suis aussi quelqu'un de proximité, j'aime parler avec les gens, j'aime aller dans les commerces, m'asseoir avec les... Pas m'asseoir, rester debout avec un chariot ou m'asseoir autour d'un petit café dans... Parler aux gens. Quelques marchands de café qui n'auraient pas de nom de compagnie. Et puis parler avec les gens, discuter de toutes sortes de choses, pas forcément de politique. De politique. De différentes expériences de la vie, de choses comme ça. Quoi. Quand vous dites pas de dépenses nécessaires, vous pensez à quoi? Je dis pas de dépenses non nécessaires. Non nécessaires, pas de dépenses non nécessaires. Écoutez, vous pensez à quoi? On voit qu'aujourd'hui, les administrations, et c'est le cas de l'administration actuellement à Laval, dépensent pour des choses spectacles. Prenez la fontaine devant l'hôtel de ville. 2 millions, quelques 100 000 $. Ça ne sert absolument à rien. On n'a pas besoin. Pendant ce temps-là, on a des rues dans les quartiers qui sont en très mauvais état, des trottoirs qui sont cassés, qui sont brisés, du déneigement qui se fait mal, des trottoirs mal déglacés. Quand je dis une dépense non essentielle, moi, c'est quand j'aurai à choisir comme maire, lorsque je serai maire, entre déglacer mes rues ou réparer les trottoirs pour pas que les gens tombent dessus, ou faire une fontaine, je ne me poserai même pas la question. Je vais m'occuper des trottoirs, m'occuper de nos rues. Voilà. Vous avez parlé de l'administration Demers, donc qui est là depuis 4 ans. Quelle lecture faites-vous de ce bilan-là, en fait? Écoutez, je la fais avec mon expérience d'homme politique, d'accord? Qui a quand même été longue, une vingtaine d'années. Je remarque qu'il n'a pas su gagner le cœur et la sympathie de ses concitoyens, de nos concitoyens, des Lavallois, pour toutes sortes de raisons. Mais c'est généralement le signe
qui démontre que les gens ne sont pas satisfaits. Les gens s'attendaient à mieux que cela. Les gens s'attendaient à ce qu'on s'occupe de leurs problèmes, que leurs taxes n'augmentent pas. Et malheureusement, ce n'est pas ça qui est arrivé. Et on fait des dépenses. Regardez les fêtes pour le 50e anniversaire, 10-12 millions de dollars. Mais quand le dernier feu d'artifice de la fête s'est éteint, que restait-il? Des papiers par terre, des pétards du feu d'artifice. Les trous dans les rues n'étaient pas bouchés. Et les taxes ont augmenté pareil. Alors, c'est un homme qui n'a pas su mettre les priorités à la bonne place. La priorité au niveau municipal, c'est s'occuper des services pour lesquels les gens payent les taxes. Mais on peut quand même constater, ce que les gens disent, c'est qu'il y a un surplus. Donc, quelque part, il y a une gestion qui fait que la ville n'est pas déficitaire. Non, je m'excuse. les surplus... Je suis l'avocat du diable. Non, c'est pas l'avocat du diable. Oui. Les surplus dans une municipalité, c'est généré par deux choses. Premièrement, on budgète des travaux qu'on ne réalise pas. Et là, vu qu'on ne les a pas réalisés sur papier, ça fait des surplus. Ou alors, on augmente les taxes. Les taxes, c'est l'argent qu'on prend dans votre poche. D'accord. Et s'il y a un surplus, ben c'est parce qu'on n'a pas réalisé ce qu'on avait dit qu'on ferait, ou alors on a pris trop de taxes. Dans ce cas-ci, c'est les deux choses en même temps. D'accord. Des projets non réalisés. Mais annoncés, budgétés. OK. Et en même temps, la hausse des taxes. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de projet non réalisé, par exemple, au niveau de la ville de Laval? Bien, écoutez, les projets non réalisés, promenez-vous dans les rues, la réfection de nos rues, promenez-vous dans les quartiers, regardez l'état des trottoirs, regardez la qualité du déneigement. Un des projets, c'est avoir un déneigement de qualité, un déglaçage des trottoirs pour que les gens puissent marcher, ne pas tomber par terre. Si ce n'est pas réalisé, c'est un projet, ça. Un projet à chaque année, mais c'en est un. Alors, on coupe, on fait moins le travail, et à la fin, ben, c'est les citoyens, la qualité de vie des citoyens qui en pâtit, et voilà. On va s'arrêter à votre programme. Vous, je pense que votre programme tourne autour aussi d'une baisse des taxes et de plus de services de proximité. Donc, d'un côté, vous baissez quand même les revenus de la mairie en baissant les taxes de 3%, c'est votre proposition. Et vous voulez financer les grands projets. Comment vous comptez faire ça? Donc, alors, pratique? Écoutez, on baisse la taxe, le taux de taxe de 3%. C'est environ combien sur le budget? À peu près 18 millions de dollars. 18 millions, exactement. Pendant cette année-là, ça c'est la première année, on fait une révision complète de tous les programmes de la ville. D'accord. Pour deux raisons. Première raison, pour les rendre plus efficaces, pour donner un meilleur service aux citoyens et pour trouver une marge de manœuvre financière qui va nous permettre de geler la taxe pour les années subséquentes. Pendant combien d'années environ? Tant que je pourrai trouver la marge de manœuvre, je le ferai. Ça peut être 2, 3, 4, 5 ans. Mais je ne le sais pas. Personne ne peut prévoir s'il va le faire. Et ceux qui le prévoient sont en train de mentir à la population ou d'essayer de gagner des votes en les endormant. Parce qu'on ne connaît pas l'état des finances, ni de l'économie de la ville, mais de notre société aussi en général. Si les gouvernements fédéraux et provinciaux connaissent des baisses dans leurs revenus, ils vont couper les transferts. Oui, Et s'ils coupent les transferts aux villes, eh bien, il y aura moins d'argent qui va rentrer. Alors, on ne peut pas promettre ça. Pourquoi je dis 3% la première année? Parce que l'argent est disponible. Et je vais donc le faire. Mais après, il va falloir réviser les programmes. Il va falloir éliminer ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas essentiel, pour trouver la marge de manœuvre et les rendre plus efficaces pour qu'on puisse faire plus en termes de qualité de service avec moins. Mais il ne faudrait pas s'attendre non plus après 1 an ou 2 ans que les taxes augmentent. Mon objectif n'est qu'elles n'augmentent pas. Maintenant, je ne me risquerai pas à promettre un chiffre d'année parce que je ne connais pas, pour un délai de 2 ans à 3 ans, l'état de l'économie canadienne et québécoise et montréalaise, parce qu'on est dans la grande région de Montréal aussi. Et on est interdépendant avec Montréal. 75% environ des Lavallois traversent les ponts pour aller travailler à Montréal. Si Montréal connaît une crise économique ou un problème, on va perdre des emplois à Laval,
mais ça sera des emplois dont les gens étaient situés à Montréal. Alors, soyons prudents, soyons raisonnables. Il ne s'agit pas là de promettre un gâteau, puis vous dire tout va être beau, puis je vous en prie. Il n'y a personne qui peut le dire. Puis celui ou celle qui le disent, ils mentent à la population. Ils les induisent en erreur. Donc des prévisions réalistes, en fait, et assez Mais il est temps, conservatrices. Il est temps qu'on donne des prévisions réalistes, qu'on agisse comme des gens raisonnables. La population ne croit plus les politiciens. Oui. Ils promettent trop de bonbons, trop de choses pendant les élections pour gagner des votes. Après, ils ne le font pas. Les gens sont rendus désabusés. Les gens ne vont plus voter. Pourquoi ils ne vont plus voter? Posez-vous la question. Pourquoi moi, je la leur pose pourquoi ils vont plus voter. C'est ce qu'ils me répondent. C'est tout du pareil au même. Ils nous promettent des choses, ils ne les font pas. Ou ils font d'autres choses après. Vous allez faire ce que vous avez promis. Tout à fait. Et c'est pour ça que je suis encore en politique. Après toutes ces années, les postes gouvernementaux que j'ai occupés, pas seulement député, c'est parce que moi aussi, comme simple citoyen, comme citoyen normal, ordinaire, je ne suis plus capable d'accepter toute cette mascarade. Ce mépris des engagements donnés et cette espèce de catalogue de Père Noël qu'on égrène à chaque élection pour gagner des votes. Je ne suis plus capable. Mais avec mon expérience, j'ai encore le goût, j'ai encore la force, justement maintenant, et la liberté de le dire maintenant, et de mettre mon expérience à profit pour ce faire, ce que des citoyens, des fois, ne peuvent pas faire. Monsieur Gobé, parlons maintenant de gestion de la diversité, puis d'intégration des immigrants. Qu'est-ce que votre parti a proposé aux gens issus de l'immigration? Écoutez, il y a deux. Là, vous faudrait peut-être préciser, parce que vous me parlez de la gestion des immigrants. Oui, et de la diversité. Et de la diversité. Mais il y a deux sortes de catégories de personnes dans ces situations-là. Il y a les immigrants légaux, qui, eux, sont acceptés au Canada, au Québec, qui ont des papiers, qui s'intègrent généralement parce qu'ils sont sélectionnés en fonction de critères économiques, sociaux et d'éducation. Et il y a les autres qui, eux, sont ou de rapprochement des familles. D'accord. Ce sont des immigrants pareils. Excusez-moi, immigrants, dans le terme légal, au Québec, au Canada, ça veut dire quelqu'un qui a reçu son visa d'immigration. Ou qui est en phase. Les autres, non, mais c'est comme ça. J'étais au gouvernement, j'en sais quelque chose. Et les autres, ce sont des gens qui sont ou réfugiés ou dans le rapprochement, le regroupement des familles, qui, eux, sont dans une phase, justement, de régularisation. Et tant qu'ils n'ont pas été régularisés, ils ne sont pas sûrs s'ils vont rester ici. Alors, quand vous me posez votre question, j'aimerais que vous me précisiez lequel des groupes, parce que pour les réfugiés, à part faire en sorte qu'ils puissent avoir un logement ou un endroit pour rester en attendant, et il y a des fonds provinciaux et fédéraux qui s'en occupent. Ce n'est pas forcément à la ville, parce que bien souvent, ils n'ont, mais si ça va assez vite pour traiter leur demande, ils n'ont pas une résidence de plus de 3, 4, 5, 6 mois ici. Et on le voit avec la frontière américaine, où ils disent déjà 50% des réfugiés, qui n'ont pas des immigrants, vont retourner. Alors, maintenant, ce qui concerne les immigrants, moi je préfère aborder ça du côté de l'intégration dans leur nouvelle société. Les gens ont choisi de venir ici. Les gens, on les a sélectionnés parce qu'ils sont de bons éléments. Ils ont une bonne instruction, une bonne éducation, une bonne formation professionnelle. D'accord. Il faut faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer à notre société, ne pas vivre en vase clos. Comment vous comptez faire ça? C'est bien simple. La première des choses, on les traite comme des citoyens comme tous les autres. J'ai été moi-même immigrant. D'accord. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de barrière à l'emploi. On fait en sorte qu'ils puissent participer à toutes les activités, toutes les phases de la vie québécoise, canadienne. Que leurs enfants soient dans des écoles où il y a une diversité, et non pas des écoles où ils sont tous regroupés. On voit ça dans les banlieues de Paris, et c'est une catastrophe. Ça fait des ghettos, et il n'y a pas d'intégration. Ce n'est pas le cas ici. Pas encore, en tout cas. Ce n'est pas encore le cas, mais il faut être vigilant, il faut le prévoir, parce que ça pourrait arriver. Merci, M. Gobé. Ça fait plaisir, madame.
J'ai le grand plaisir d'avoir sur le plateau aujourd'hui Ilham, jeune artiste d'origine sénégalaise au Québec depuis 3 ans. Bonjour Ilham. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir. Ah, merci. Oui, Ilham, tu es là depuis 3 ans, mais tu as quand même une carrière un peu extraordinaire, on peut dire. Tu as commencé à chanter il y a longtemps, en 2005, au Sénégal. Ok. Et tu faisais quoi avant de venir au Québec? Comme style musical? Comme style musical, je faisais du hip-hop, comme tous les jeunes. D'accord. J'ai commencé avec ça. Après, par la suite, je me suis acheté une guitare. J'ai commencé à chanter, à composer un peu, à chercher mon univers musical. D'accord. Et tu faisais du hip-hop dans un groupe qui s'appelait Benen Squad, hein? Oui, je veux dire. Benen Squad. Donc Benen Squad, pour nos téléspectateurs québécois, ça veut dire un autre groupe. Ah, ouais, un autre groupe, un autre squad. Un autre squad, voilà. Donc Benen Squad, du hip-hop. Tu fais actuellement du folk, hein? Quel genre musical tu fais? Moi, je fais... Dans mon album, je peux dire que je fais toutes sortes de musique qui me passent à travers la tête. C'est pourquoi dans ma musique, il y a beaucoup de styles différents. Je fais du blues, je fais du pop, je fais un peu de rock aussi. C'est un peu mélangé, quoi. D'accord. Un peu dans le style de ce qui se fait en Afrique, de plus en plus, ce qu'on appelle... Il y en a qui l'appellent world music. La world music, exactement. Mais toi, tu ne viens pas d'une famille de griots, hein, parce qu'on sait qu'en Afrique, au Sénégal, les gens ont l'habitude, les chanteurs, ils viennent de ces familles-là. Tu es plutôt d'une famille conservatrice. Tout couleur. Halpulaar. Halpulaar, voilà. Oui, je préfère le terme Halpulaar. Oui, je viens dans une famille que vraiment... ils n'acceptaient pas que je sois un chanteur, parce qu'en Afrique, en général, les chanteurs, ils viennent dans un cadre comme des griots, qui sont connus comme ça, mais moi, vraiment, je suis juste comme ça, comme je dis à mes parents, que l'art, quand ça vient, ils ne demandent pas d'où tu viens. On est né avec, ou c'est quelque chose, c'est une passion que j'ai. D'accord. C'est la musique. Puis ils t'ont laissé explorer ta passion, puis tu as été à l'École nationale des beaux-arts au Sénégal, où tu as appris la musique. Hein. Tu as été au conservatoire de musique. Est-ce que tu écris, tu composes tes chansons ou tu fais écrire par quelqu'un d'autre? Comment ça se passe? Moi, je compose tous mes morceaux, c'est moi qui l'écris. Mais des fois, il y a des morceaux, quand je l'écris, les arrangements, vu que j'ai une band avec moi, c'est en répétition que je lui dis, OK, moi, j'ai fait ça comme texte, et chacun donne ses idées. C'est comme ça que je travaille, mais pratiquement, j'ai écrit tous mes morceaux. D'accord. Tu fais ton écriture, tu composes tes mélodies, puis l'arrangement, tu peux avoir d'autres gens dessus. Alors, Ilham, dès ton arrivée au Québec en 2014, tu as déjà eu des prix vitrines des musiques locales métissées de l'équipe Spectra. Tu as été aussi prix coup de cœur. En 2015, tu as eu la bourse Musique Action. Et en 2016, tu étais révélation Radio-Canada. Dis-moi comment ça peut se faire aussi rapidement. Explique-moi un peu là, comment tu t'es inséré dans le tissu artistique québécois. Mais moi, des fois, ça me dépasse, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire. En fait, quand je suis venu, j'ai juste tenté ma chance. J'ai déjà travaillé dans un entrepôt comme tout le monde. J'ai travaillé 1 mois, après j'ai arrêté. J'ai dit que moi, je veux poursuivre ma passion, c'est la musique. Fait que j'ai pris beaucoup de risques aussi. J'ai travaillé, j'ai cherché des musiciens. Et pourtant, quand je me suis inscrit dans ce concours, dans les critères, il faut que tu aies un band et que moi, je n'avais pas de band. D'accord. Mais j'ai amené une maquette que j'avais enregistrée au Sénégal. Là, ils ont accepté ma candidature. Fait que là, c'était à moi d'aller chercher des musiciens partout. Et je me rappelle, à ce moment-là, je ne connaissais personne ici. Fait que je partais dans toutes les bars. On a déjà vu ça, quelqu'un ici qui nous a dit qu'il a fait les bars pour aller chercher des gens. Jusqu'à trouver des musiciens. Et on a fait 4 répétitions, vraiment, on a donné tout. Et quand on est venu, on était sans aussi, parce que c'est ça. J'ai pris le coup de cœur du public, Spectra, mais tout ça, c'est
c'est vraiment, je le prends avec vraiment du cœur. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Ok. De la chance peut-être, mais du talent aussi, j'imagine. Du talent, puis tu as eu le courage d'aller vers les gens, puis de chercher des gens avec qui travailler. Est-ce qu'il y a eu des gens en spécial qui t'ont donné un coup de main, qui t'ont accompagné pour ta carrière, pour qu'elle soit rendue là aujourd'hui? Oui, déjà je travaille avec une équipe, mes amis. Il y a des personnes qui sont là, qui m'épaulent, qui m'aident, parce que aussi, moi, ce que je peux faire, c'est juste santé, mais il y a un autre domaine que je ne maîtrise pas. Fait que j'ai une bonne équipe qui sont là, on travaille ensemble. Qui gère la carrière. Ouais. OK. Est-ce que ta carrière s'exporte? C'est-à-dire du Québec vers l'extérieur du Québec, vers le Sénégal, d'ailleurs, tu ramènes ta musique? Récemment, j'étais en tournée en Chine. Ah oui, c'est ça, j'ai vu. Fait que la musique, c'est exportable. La musique, ça voyage. C'est universel. C'est universel, tout le monde l'écoute. Donc là, avec l'album, on a fait des tournées un peu partout. On était à Vancouver, on était à Québec, à Gaspésie. Donc c'est ça. Ça a fait un beau succès au Festival de Jazz aussi, de Montréal. Voilà. Parle-nous de ton album Hope, donc, que tu as lancé en 2016. D'accord. Hope pour espoir. Espoir, pourquoi, pour qui? C'est quoi les thématiques abordées? Hope parce qu'on vit, parce qu'on a l'espoir que demain on va survivre. Espoir par rapport à ce qu'on vit, à ce qui se passe. Nous tous, on sait que le monde va très mal. Espoir aussi à ce jeune qui a un rêve et qui veut le réaliser. Il faut qu'il ait de l'espoir. Mais aussi, ce qui m'a plus inspiré, c'est que aussi, en ce moment, tous on sait que le monde, ça ne va pas. Il y a le réchauffement climatique, il y a des jeunes Africains qui traversent l'océan juste pour gagner leur vie. Et que moi, quand je vois ça, ça me travaille beaucoup. C'est pourquoi j'ai appelé l'album Hope, Espoir, par rapport à tout ça. Donc, espoir pour tous ces jeunes, pour le continent africain aussi. C'est quoi les autres messages que tu véhicules dans tes chansons? Dans les chansons, comme il y a un titre qui s'appelle Tonton Sai Sai. C'est Tonton, Tonton Sai Sai, Sai Sai, Tonton yeah, Sai Sai yeah. Ok. Ça, je l'ai composé aussi pour les enfants parce que ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de l'éducation et que c'est eux l'avenir. D'accord. Fait que j'ai fait un morceau pour qu'on prenne bien soin de ces enfants parce que des fois, il y en a qui abusent de leur innocenceté. J'ai repris aussi un morceau de Jules Vignon qui s'appelle J'ai planté un chêne, qui est québécois d'ici. Oui. J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Ce fut ma semaine, perdrai ma peine. J'ai planté un chêne au bout de mon sang, perdrai ma peine. Perdrai-je mon temps? Parce que j'ai quitté chez moi au Sénégal pour venir ici et que mon objectif à moi, c'est de venir apporter l'arbre de la métissage, de la diversité et tout. Et c'est très important. Fait que j'aborde beaucoup de sujets, Tonton Sai Sai et African Woman aussi pour rendre hommage aux femmes africaines et toutes les femmes du monde aussi. Fait que c'est ça. Après Hope, c'est quoi les projets Ilham? J'ai vu que tu as collaboré récemment comme ça sur le vif avec Wyclef. Avec Wyclef, oui. Les projets, c'est... Là, je travaille sur mon prochain album. Et que quand j'ai rencontré Wyclef aussi, on avait une bonne feeling. Et que je vais faire son première partie bien pour le mois de novembre. Il va revenir à Montréal. Wow. Fait qu'il y a des opportunités qui se présentent pour mon prochain album. D'accord. Et le prochain album qui va porter sur... Un petit extrait, dis-nous quelque chose. Tu vas parler de quoi? L'album, ça va parler par rapport à l'environnement. D'accord. Par rapport à noyer, quoi. Respirer. Respire. Voilà. Là, je veux un album organique, un album qui respire. Avec beaucoup d'instruments aussi, différents instruments. Donc, les instruments traditionnels, modernes. En fait, un album avec un orchestre philharmonique, peut-être? Oui, pourquoi pas. D'accord. Donc, de grands projets qui s'en viennent avec Ilham. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va se quitter sur un extrait de la chanson
chanson African Woman. African Woman. African woman, African woman. Ya jur, ya tete, ya nyatakan yo, wan ganyon. Ya jur, ya tete, ya nyunampa, wan ganyon. Oh oh oh, woman. Oh. Ya tu bisuma kenu kula mane kula kali mama ya fikan ini ngani fikan why ya fikan nananga ini ngani ole fikan oh man Samayaji Aminata Fala Batu Kakagangi Mane Sinsalu Sene Mama Waila Yani Kodu Sensereba Sene Mama Waila Sama Khelso Inubai Alim Sukuwe Jata Jambaru Kasamas Banga Nata Yala Moj Tigeno Wala banya nani sitenu nasaranzi woman African woman African woman Cesaria Evora Maria Makeba Kumbaga Ulo Anzeli Kijo Umu Sankare